Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Une très mauvaise nouvelle pour la folie qui gangrène le monde occidental. Par contre, une bonne nouvelle en revanche pour les équilibres géopolitiques sur la planète. Donald Trump a été officiellement élu 47e président des États-Unis. Il détient de surcroît la majorité au Congrès, au Sénat, à la Cour suprême. Il détient aussi des dossiers qui pourraient faire changer le paysage politique actuellement en France. Bonsoir et bienvenue à vous. Justement, La France Libre, on y est. Une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec la présence de Philippe et de Jean-Pierre ce soir comme chroniqueurs. Et la présence de nos spectateurs. Bonsoir à vous, messieurs, dames. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Alors, on est trois en comité restreint parce qu'on a des obligations de part et d'autre. Ma foi, maintenant, on va faire à trois, il n'y a pas de souci, hein. Enfin, pour ce soir, en tout cas. Et donc, évidemment, alors pas de félicitations à Monsieur Trump parce que nous sommes du CNTFCH, Conseil national de transition canal historique français, évidemment, et que nous ne promouvons pas, si je puis dire, l'arrivée au pouvoir de politiciens. On est en quelque sorte les Amish de la politique. Là, je fais allusion à l'émission d'avant-hier. Amish d'ailleurs qui font parler de, je sais pas si vous avez vu des photos, mais il y a dans une ville qui s'appelle Asheville, dans le Caroline du Nord, tout un village qui a été reconstruit en un temps record avec des cabanes en bois. Enfin, c'est pas des cabanes, c'est des maisons en bois, hein, et qui ont été faites justement par les Amish qui sont venus secourir ces personnes. Donc il y a une certaine synchronicité entre ce que nous avons dit avant-hier et ce qui s'est passé en même temps avant-hier, alors qu'on n'était pas au courant du tout de ça, de cette affaire-là. Et ces Amish qui sont venus aider, bien que ne faisant pas partie de la même communauté des êtres humains dont ils s'éloignent le plus possible, ils sont venus aider parce qu'ils savaient qu'ils avaient un savoir-faire, tout simplement parce que les autorités avaient dit pour reconstruire ces maisons, il va falloir des mois. Et eux, ils ont fait ça en une semaine, quoi. Voilà. Donc merci les Amish pour ces Amish qui ont travaillé pour les gens de Asheville. On peut eux les féliciter et les remercier. Voilà. Bon, pour revenir à Monsieur Trump, il faut quand même pas, comme on dit, cracher dans la soupe. On est plutôt content que ce soit lui qui ait fait l'affaire plutôt que Madame Harris, parce que si ça avait été elle, je pense qu'on serait allé vers des problèmes, des gros problèmes. Là, c'est lui, et on ouvre des brèches. On ouvre des brèches sur l'information. C'est-à-dire que tout ce qui était retenu comme information jusqu'à maintenant pour des raisons de sécurité liées à l'impérium, c'est-à-dire à la priorité qui consistait à faire élire Monsieur Trump, eh bien c'est fait, maintenant c'est fait. Et à partir de maintenant, les vannes sont ouvertes. Alors, les vannes de l'information, les vannes de l'inquisition, les vannes pour aller chercher les gens qui sont responsables de tout ce qui nous arrive en ce moment, que ce soit évidemment par voie de catastrophe naturelle, comme on vient de l'évoquer, ou que ce soit par les voies vaccinales, n'est-ce pas, ou que ce soit par d'autres moyens. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Alors, je dis pas que ça va être la course, la chasse à l'homme, hein, disons, ne prononçons pas des mots trop violents. Mais je pense que ça va ouvrir effectivement des principes, notamment de procès. Il y aura des procédures, hein, il y aura des gens qui vont aller devant les tribunaux. Et ça va se passer comme ça devra se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut des tribunaux et une loi que les tribunaux font appliquer. Eh bien, on fera appliquer des lois aussi bien du côté des États-Unis d'Amérique que dans tous les pays où il se révélera nécessaire de le faire. Pour l'instant, l'Europe est un petit peu masquée, hein, dans cette affaire-là. On est tourné vers les USA et pas vers l'Europe. Mais ça ne devrait pas tarder compte tenu des liens très forts qui existaient entre l'ancienne gouvernance américaine-USA il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire il y a quelques heures, et l'Europe. Et si jamais ces liens changent, eh bien, il va falloir compter sur des changements, pas de liens, mais des changements de comportement, d'attitude, etc. Et on voit que M. Macron a déjà été parmi les tout premiers à féliciter M. Trump. Est-ce que ça correspond à une allégeance ? Est-ce que ça correspond à une volonté de dire, vous voyez, tu vois, je suis ton copain alors qu'on s'engueulait bien avant. On sait très bien que M. Trump n'a pas d'amour particulier pour certaines personnes au sein de la gouvernance européenne, et ce serait étonnant que Monsieur Macron fasse partie des nouveaux copains avec des gros guillemets, quoi. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Philippe. Moi, j'ai ouï dire que si Donald Trump devait contacter et travailler qui que ce soit en Europe, puisqu'il ne connaît pas spécialement les régimes qui sont mis en place en Europe, notamment van der Leyen, etc., celui-ci s'adresserait plutôt au président de la Hongrie, qui s'appelle Orban, je pense. Et par contre, Macron qui envoie son petit message d'amitié à Donald Trump, moi, je pense que c'est de la propagande. Et justement, ce que je vous propose,
c'est de regarder la propagande de la télévision qui nous annonce l'élection de Donald Trump. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? C'est fait, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Il a réuni assez de grands électeurs pour vaincre Kamala Harris et faire un second mandat après celui de 2016. On va voir ce que cette élection outre-Atlantique change pour nous, Français et Européens. Make America Great Again, c'est la devise du magnat de l'immobilier devenu homme politique, et pour ça, il est prêt à augmenter très sensiblement les droits de douane. Il l'a déjà fait sur des produits français qui s'exportent bien, comme le vin par exemple. Lors de son premier mandat, il avait augmenté les taxes sur le vin français, entraînant une perte totale de 500 millions d'euros. Ce ne serait pas le seul secteur touché au niveau européen. Les trois principales exportations de l'Union européenne vers les États-Unis, que sont les médicaments, les produits pharmaceutiques ainsi que les voitures, en pâtirent lourdement aussi. Un grand chamboulement sur les échanges commerciaux, c'est à peu près certain, mais c'est aussi et surtout sur le plan diplomatique que les choses risquent de changer. Durant la campagne, Donald Trump a promis la paix en 24 heures sur le front ukrainien. Opposé au soutien de Biden à l'Ukraine, le New-Yorkais pourrait reconsidérer cette aide très rapidement, surtout qu'il est avéré que Donald Trump a continué à avoir des relations avec Vladimir Poutine bien après son départ de la Maison-Blanche en 2020. Il y a un motif supplémentaire d'inquiétude pour les Européens, Donald Trump n'est pas le plus favorable à l'OTAN. Il a plusieurs fois menacé de ne pas garantir la sécurité des pays membres de l'Alliance si ceux-ci ne s'acquittaient pas de leurs dettes financières. La protection de l'environnement ne sort pas vraiment victorieuse de cette élection américaine. Le climat n'est clairement pas une priorité du républicain. Lors de son premier mandat, il avait retiré son pays des accords de Paris sur le climat. Une fois élu, Joe Biden était revenu sur cette décision, mais Trump a promis de sortir de ces accords une seconde fois. En Europe, les réactions sont nombreuses. Emmanuel Macron a félicité le nouveau président américain et s'est dit prêt à travailler avec lui. En parallèle, le chef de l'État a assuré vouloir œuvrer à une Europe plus forte et souveraine avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Voilà de la propagande. Ça, c'est de la belle propagande, effectivement. Hein, voilà. Donc pour le en vrac, oui, Jean-Pierre, tu veux intervenir avant moi? Vas-y, hein, n'hésite pas. Oui, non, je soupire parce que je me sens un peu abasourdi par déjà la voix de cette personne que je ressens comme étant quelque chose de tout à fait fabriqué. Une voix de pseudo-allégeance, mais en fait c'est pas une allégeance, voilà, sans aucun choix personnel, sans aucun choix individuel. Puis alors ce qui s'est dit, franchement, je me réjouis de pas avoir la télévision encore une fois. Si c'est pour entendre des choses comme ça, merci les amis de les entendre à ma place. Je suis bien obligé de le faire justement pour pouvoir publier ce genre de choses. Alors imaginez la charge que je prends sur moi. Je vous dis prochainement, c'est le burn-out. Hein. On plonge dans le marais avec une tenue de scaphandrier et le tour est joué. On n'est pas contaminé comme ça. Ah non, absolument pas. Alors justement, tout à l'heure, Philippe, tu as parlé de loi, tu as parlé de tribunaux. Justement, c'est une bonne façon d'introduire notre sujet de ce soir. Comment agir avec les criminels? Et croyez-moi, nous allons avoir du verbe et des choses à dire. Alors moi, je veux bien déjà clôturer le chapitre d'avant parce qu'il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Sur le climat, donc le monsieur qui a cette voix, comme tu disais, fabriquée à fort juste titre, eh bien, disait qu'il n'était pas l'ami du climat et de l'écologie. Évidemment, puisque on sait tous de sources sûres, n'est-ce pas, que cette invention, c'est une invention du climat, n'a aucune incidence. La variation du client de l'activité humaine, pardonnez-moi, la variation de l'activité humaine n'aurait, je dis bien au conditionnel parce que c'est toujours important de le faire, aucune incidence sur le changement climatique. Oui, il y a plusieurs démonstrations qui vont dans ce sens, on va pas y revenir. Donc le climat, monsieur Trump, il est bien informé, j'ai envie de dire. C'est la raison pour laquelle il a pris ce type de décision. L'Ukraine, où ça peut avoir une incidence, ça l'a déjà, paraît-il. Hein, j'ai vu des textes qui sont à vérifier, certes, mais dans lesquels on nous explique que tout simplement l'état-major militaire ukrainien demande aux troupes de quitter Koursk, la région de Koursk, qui jusqu'à maintenant ils avaient pour ordre de tenir coûte que coûte, hein, si je puis dire. Hein. Donc là, c'est repli, quoi. Voilà. Donc ça a déjà une incidence sur les choses. Et puis je voulais revenir aussi sur ce qui s'est passé à Valence. Le dossier s'amplifie et se complète. C'est-à-dire que nous n'avions pas su, quand nous en avons parlé pour la première fois, que à Valence, il y avait eu depuis 2021 le retrait, c'est-à-dire la casse de plus de 256 barrages, figurez-vous, que j'ignorais totalement.
et tout ça selon un plan européen qui voulait rendre à cette zone, en tout cas, l'épandage possible pour les eaux, l'étalement possible pour les eaux. Alors ça, de 2024-2023, en l'espace de 3 ans, la catastrophe est arrivée. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces barrages avaient été construits en 1957 suite à une précédente catastrophe qui avait inondé toute la région. Et on voit des photos de 1957, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Il y avait eu 100 morts déjà à l'époque. Hein. Là, on a doublé la mise, hein. On a plus de 200. Eh bien, en 1957, qu'a fait le Godillot, c'est-à-dire monsieur, comment s'appelait-il, Franco, le général Franco, alias président de cette Espagne, eh ben, il avait tout simplement décidé de faire des barrages. Et depuis 1957, avec les barrages, plus de soucis. Alors on va dire, est-ce que les barrages étaient l'unique protection nécessaire contre les inondations? Ben non, parce que ce qui s'est passé en 1957, c'est pas tout à fait quand même ce qui s'est passé en 2024, c'est-à-dire que ce qui est tombé en 2024 d'eau sur la ville de Valence, en un jour, ça correspond à ce qui d'habitude il tombe en une année. Vous avez bien entendu, une année. Hein. Donc ça, c'est pas naturel, ça. Voilà. Donc il y a une double lecture de ce qui est naturel et de ce qui ne l'est pas, les deux ayant été réunis dans une catastrophe qui probablement a été programmée. Allez, on se jette à l'eau. Hein, voilà, c'est le cas de le dire. Voilà ce que je voulais dire. Alors on va passer au sujet du jour. Effectivement, alors je laisse Jean-Pierre introduire le sujet. Enfin, ça a été fait par Bruno, mais par Sylvain, mais Jean-Pierre, à toi la parole. Merci. Alors, quand il y a un criminel, il y a crime, et donc il y a des gens qui subissent le crime sous quelque forme que ce soit, et il y a des gens qui perpétuent le crime. Alors évidemment, s'il y a besoin impérativement de prendre soin de ceux qui ont souffert, quelle que soit l'origine de leur souffrance, il y a impérativement aussi besoin de mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire en sécurité pour eux-mêmes et pour les autres, des gens qui perpétuent des crimes. Donc, c'est de ce sujet-là que nous allons nous occuper ce soir, même si je me réjouis que des chercheurs aient passé leur vie à trouver des façons de rétablissement pour les traumatismes, des façons de résilience, et il y a plein de méthodes qui ont été trouvées. Alors maintenant, pour les criminels, on n'a pas beaucoup de méthodes, à part de punir, ce qui ne donne strictement rien, nous le savons. Donc, quel projet pour une société dite évoluée? Eh bien, il y a 3 mots maîtres pour toute situation: compassion envers soi-même et envers son autre, douceur et fermeté. Alors, c'est valable pour des gens tranquilles, mais c'est encore plus valable pour des criminels. La fermeté est nécessaire. Et toutefois, comme ce sont des gens qui sont devenus un peu fous, la douceur est quasiment obligatoire. Sinon, on met le feu aux poudres. Et la compassion vient en ensemble de tout ça. C'est-à-dire que parce qu'il y a compassion, on ne va pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi et mettre la vie des autres et de lui-même en danger. Voilà. Merci d'avoir entendu pour le moment. Je relaisse la parole à qui la veut. Bah, je veux bien, si Sylvain veut. Bon, tout va bien. Allez, donc il n'est pas question effectivement de parler de vengeance, de revanche et quoi que ce soit. Alors, et par contre, il est quand même bien question d'établir les faits. C'est-à-dire que il y a encore pas si longtemps, les criminels, ça pouvait être vous et moi si nous n'étions pas d'accord avec l'OMS ou si nous n'étions pas d'accord avec le gouvernement pour aller nous faire en courant et avec plaisir vacciner. Voilà. Demain, c'est-à-dire depuis l'élection de Monsieur Trump, la donne va changer. Il y a en Europe un seul pays qui jusqu'à maintenant a interdit, je dis bien interdit, l'ARN messager, les injections à ARN messager qui sont celles qu'on nous propose en fait, hein, que ce soit pour le Covid ou pour le choléra ou pour tout ce qu'on veut, c'est tout un ARN messager et tout ça c'est dangereux. Et la Slovaquie est le premier pays d'Europe qui a interdit ces vaccinations. Ben, je pense qu'il y a ce pays ouvre la voie à quelque chose d'important et que tous ceux qui ont été pourchassés parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, désormais sont du côté du manche, passez-moi l'expression, et vont passer du côté des accusateurs et en tout cas de ceux qui vont vouloir porter plainte et récupérer, ce qui est logique, les fruits du dol, hein, c'est-à-dire du manquement et de ce qui leur a été, le préjudice tout simplement, hein. Et on en est là aujourd'hui. Donc il va falloir à la fois
récupérer les coupables, désormais identifiés, puisqu'il y a encore des gens qui nous proposent de la vaccination alors qu'on sait qu'elle est dangereuse. Ceux-là nous répondent que oui, mais c'est pas obligatoire, etc. Mais si c'est pas obligatoire, pourquoi la proposez-vous? Et si c'est pas obligatoire, pourquoi proposez-vous quelque chose qui est réputé dangereux et qui a déjà été testé comme tel? Nous avons quelques dizaines de millions de surmortalité sur la planète dues essentiellement à la vax. On le sait, c'est dit, voilà. Donc aujourd'hui, il va bien falloir attraper ces gens. Alors je dirais qu'hier encore, je n'aurais pas tenu ce discours. Si Madame Harris s'était passée, voilà, j'aurais rasé les murs parce que j'aurais eu peur on frappe à ma porte, n'est-ce pas, hein? Alors qu'aujourd'hui, quand même, on devient un petit peu plus capable d'exprimer les choses. Et les juges eux-mêmes, qui étaient aussi dans une forme de peur, vont pouvoir enfin tourner la tête dans la bonne direction, à savoir, est-ce que ce fameux virus Covid-19 bénéficie ou non d'une identification scientifique? L'a-t-on vu? Existe-t-il? Simplement, existe-t-il? Or, aujourd'hui, la réponse est non. Il n'y a pas aujourd'hui comme hier d'ailleurs, hein, la réponse est non. Mais les juges ont estimé que sur la foi du témoignage d'un certain nombre de ce qu'on appelle aujourd'hui encore les techniciens ou les ingénieurs ou les médecins de plateau, sous-entendu de télévision, bien évidemment, que ce passage à la télé équivaut à un brevet d'honnêteté et de sérieux, et que les juges se sont appuyés là-dessus pour faire avancer les dossiers, sans aller vérifier les preuves scientifiques qui auraient dû être au départ de toutes ces actions. Et aujourd'hui, on en arrive à cette situation. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'OMS qui fait marche arrière en disant oui, mais attendez, on n'a pas obligé les gens, quoi que ce soit, qui que ce soit. Ouais, vous n'avez pas obligé, mais si, ils ont été obligés, puisque s'ils n'étaient pas vaccinés, ils n'avaient plus de travail. Donc, il y a bien eu collusion entre le monde de la science médicale et le monde du travail et des entreprises, quelque part. Non, Philippe, l'OMS n'y est pour rien. Les gens ont donné leur autorisation pour être vaccinés, voyons. Ils se sont bien préservés. Oui, alors voilà. Alors donc on revient sur les notions de comment le consentement éclairé, plus ou moins éclairé. En tout cas, le consentement, c'est sûr. Donc les gens qui ont consenti sont ceux qui se sont sentis obligés d'y aller, non pas parce qu'ils voulaient se prémunir de quelque chose, alors qu'ils avaient déjà autour d'eux des voisins, des amis, etc., qui étaient allés à la vax et qui étaient malades comme des bêtes et qui se disaient la prochaine fois j'irai pas. Donc eux, ils sont allés quand même pour les mêmes raisons que les premiers, c'est-à-dire que ils devaient pouvoir continuer d'aller bosser. Donc en fait, c'est à cause de lois, de règles que on est allé se faire picouser, quoi. Donc l'État est forcément, sinon complice, en tout cas connaissant de la chose. Même s'il est peu intervenu, je dirais presque de façon sournoise, parce que tout poussait les gens à aller se vacciner, sauf l'État. L'État qui a toujours eu une attitude beaucoup plus en réserve. Voilà, donc nous, on a eu l'occasion de prévenir les personnes qui étaient, elles, responsables. C'est pas l'État qui est responsable, hein, ce sont les personnes qui ont fait la vaccination, hein, sachez-le, que ceux qui nous écoutent le sachent. Et donc ça, c'est leur responsabilité. Ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, ça peut être un responsable de service, ça peut être qui vous voulez. Mais ce sont des personnes physiques qui vont être responsables des conséquences, et en tout cas responsables d'avoir accepté d'injecter des choses qui ne sont pas des vaccins, puisque ce sont des expérimentations. Donc si c'est une expérimentation, c'est un crime contre l'humanité. On l'a déjà dit, on l'a déjà écrit, voilà, on le répète. Donc voilà comment les choses se déroulent. Alors aujourd'hui, on va avoir plus de latitude pour exprimer tout ça qu'on en avait hier, parce que ce que dira Monsieur Macron si c'est contredit par Monsieur Trump et par ses équipes, et que Monsieur Kennedy, qui fait partie le neveu de JFK, hein, donc qui fait partie de ces personnes qui vont s'occuper de rééquilibrer en quelque sorte, je dirais, le ministère de la Santé aux États-Unis d'Amérique, et qui va évidemment dire tout ce qu'il pense, lui et les scientifiques, les vrais, pas ceux qu'on voit à la télé, hein, et tout ce qu'il pense de cet ARN messager. Et puis on va trouver d'autres alliances, on va trouver Monsieur Musk, Elon Musk aussi, qui va nous parler d'un tas de choses. Pas forcément dans la santé, hein, mais dans d'autres domaines, en association avec Monsieur Trump, qui lui a su réunir une équipe, visiblement, de gens qui vont traiter certains sujets à la racine, quoi. Voilà, il y a du travail. Donc voilà, donc en ce qui concerne la criminalité. Alors, qui sont les criminels? Hier, nous étions victimes parce qu'on nous courait après pour nous vacciner. Et demain, visiblement, on va courir après ceux qui voulaient nous vacciner pour les emmener, pas dans le milieu de la France, mais vous voyez où je veux dire, quoi. Donc voilà. Donc il va se passer des choses comme ça. Et ça se passe déjà. Là, je pense que c'est déjà en cours, quoi. C'est déjà en route.
Alors après, il y a d'autres sujets que la vaccination, il y a d'autres sujets que voilà, il y a plein de choses d'autres sujets que le climat. Pardonnez-moi, le climat, il y en a d'autres. Hein. Il y a les sujets économiques, il y a les sujets essentiels, voilà. La criminalité infantile. Pardon, voilà, effectivement, on peut parler également alors du trafic d'êtres humains et pourquoi pas d'enfants, bien sûr. Hein. On sait qu'en France, on a 11 millions d'enfants qui disparaissent chaque année sans qu'on sache où ils sont passés. 11 000, Voilà. non? C'est pas 11 000, Philippe? 11 000, j'ai dit 11 millions, c'est 11 000. Oui. Oui. Ça fait beaucoup 11 millions, oui. Mais 11 000, Oui, c'est déjà c'est énormissime. Et les États-Unis, je crois que c'est de l'ordre de 40 000. Hein. Voilà. Donc 11 000 personnes, enfants qui sont disparus, portés disparus chaque année, c'est énormissime. Alors peut-être pas plus en France qu'ailleurs, mais la France a la vertu entre guillemets de produire ces chiffres-là, qui ne sont pas peut-être pas produits dans tous les pays, je n'en sais rien. Ou bien tout simplement, il y a effectivement en France une filière particulièrement active de disparition des enfants. Voilà. Et on a quelques preuves. Allez, on va parler de preuves que ces trafics d'enfants existent, que ils sont torturés, tués pour des raisons de satanisme avancé, c'est-à-dire des croyances tout simplement. Alors tout le monde a le droit d'avoir des croyances, mais quand elles débordent sur la vie du voisin, on est moins d'accord. Voilà. Donc ça aussi, ça va avancer. C'est un dossier qui va avancer énormément. Et que fera-t-on de ceux qui ont commis des crimes? Parce qu'il n'y a pas de crime plus horrible que celui d'attenter à la vie et à l'intégrité des enfants. Eh bien, évidemment que ce sera en fonction des lois locales, puisque toutes les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays. J'imagine qu'aux États-Unis d'Amérique, les lois sont différentes sur ce plan-là qu'en France. Et comment faudra-t-il qualifier le problème? Est-ce que c'est simplement pédophilie? Dans pédophilie, ça veut dire j'aime les enfants. Ça veut dire qu'on peut éventuellement défendre le cas de la personne en disant qu'elle est mal orientée, etc. Qu'elle est née comme ça, que c'est pas de sa faute, etc. Bon, voilà. Puis trouver des circonstances sinon atténuantes, en tout cas des vraies circonstances. Alors que pédocriminalité, c'est le terme qui devra être retenu pour parler justement de criminalité sans tenir compte du fait que la personne est née comme ça, pas née comme ça, qu'elle est en souffrance, etc. Ça, c'est un autre débat. On cherche pas à comprendre, on cherche le responsable, c'est bien ça. Voilà, exactement, on cherche le responsable. Donc voilà, donc tout ça est en cours. Il y a des personnes qui jusqu'à maintenant étaient prêtes à agir, mais qui avaient un petit peu des réticences par rapport à tout ça. On peut penser que les brèches ouvertes par l'élection de M. Trump vont permettre de régler un certain nombre de questions à ce niveau-là. Donc la criminalité, comment allons-nous traiter ces criminels? Je relance la balle. Je relance la balle à vous, messieurs, tout simplement. Ah ben je vais intervenir pour une petite fois. Il faut pas être comme eux, il faut pas être criminel. Alors que justement, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, les traiter évidemment avec douceur, avec soin. Et puis, comme tu l'as dit en début d'émission, Philippe, voilà, il y a des lois, il y a des tribunaux. Agissons de cette façon-là et surtout de la façon la plus humaine possible avec ces gens-là, qui sont des malades. Voilà, alors ce sont soit des malades, soit des personnes qui sont tombées dans des pièges. Parce qu'il y a des gens qui regrettent, mais qui regrettent énormément d'avoir dû participer à ce genre de cérémonie, car souvent il y a des cérémonies. Et ils le regrettent parce que c'est terrible, mais ils ont commis l'erreur ou bien eu la faiblesse de se laisser piéger avec des photos, avec des films, avec des machins dans lesquels le numérique est capable de filmer dans le noir aujourd'hui. Hein. Donc on les voit très bien dans des scènes qui sont évidemment pas à leur avantage et où on voit des enfants qui souffrent. Voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'armée américaine qui a recueilli toute une série d'événements vidéo avec des moyens techniques énormes et donc elle a pratiquement l'intégralité de tout ce qu'on peut savoir, par exemple par l'intermédiaire d'un certain Monsieur Epstein dont on a tous entendu parler, qui s'est fait attraper avec sa base de données et qui avait pour métier, qui faisait métier de faire chanter les gens. Donc déjà, il faut avoir une certaine mentalité et de les faire tomber dans un travers qu'ils n'avaient pas forcément au naturel et qu'ils ont fini par aller vers ce travers-là parce que, tout simplement, ils avaient mis la main dedans, le pied, le bras, le corps, etc. et que ils n'avaient pas le choix entre se faire dénoncer, envoyer en prison ou bien gagner des fortunes. Ils ont choisi de gagner des fortunes, mais je voudrais pas être à leur place, quoi. Voilà. Oui. Nous avons parlé de responsable tout à l'heure. Trouver le responsable. Pour ma part, quand il se passe un phénomène, j'estime qu'il y a des causes, des effets et peut-être des voies de résilience.
en comprenant les causes, souvent, on entrevoit les voies de résilience. Alors, il faut savoir que nous sommes des êtres, parmi toutes les espèces sur Terre, nous sommes les êtres les plus maltraités avant, pendant et après la naissance. Je vous donne un exemple. Les mammifères terrestres lèchent leurs petits à la naissance et coupent le cordon avec leurs propres dents, etc. Donc l'être qui vient au monde, ce n'est pas facile de venir au monde, mais il est accueilli avec des choses qui le rassurent. Notre espèce maltraite les petits êtres qui ne sont pas encore nés, maltraite aussi les femmes enceintes en les stressant à coups de médicaments, etc. Parce que vite, le service est engorgé de patients, donc vous avez 2 heures pour accoucher, sinon on vous fait une piqûre, voilà. Et tout cela engendre de la violence. Je ne dis pas que c'est la seule cause. Je dis simplement que quand les choses ne se passent pas comme la nature les a prévues, il y a des blessures qui restent dans l'être et qui ne lui permettent pas de vivre heureux avec ses congénères. Donc, je resterai très prudent sur le système qui a été élaboré depuis 10 000 ans, à savoir le système de rétribution, qui fait qu'il y a des gens qui savent ce qui est bon et ce qui est pas bon, et ces gens s'autorisent à punir les méchants, ceux qui font pas bien, et à récompenser ceux qui font bien. Alors, beaucoup de gens ont prouvé que ce système est tellement défaillant qu'il aboutit à faire pire que le mal. Pour le moment, je m'attache à ne pas juger les individus. Ça, ce sera et même le boulot des juges, j'espère qu'ils jugeront les actes et non les êtres. On peut dire tel acte ne nous convient pas. Et après, il y a des équipes de psychologues pour se poser la question, pourquoi avez-vous accompli cet acte-là? Si l'être coopère en disant oui, je suis pas très fier de ce que j'ai fait et je veux bien comprendre ce qui m'est arrivé, comment ça se fait que j'en suis arrivé là, à ce moment-là, il y a peut-être une chance pour notre humanité. Évidemment que si l'être ne veut pas coopérer et s'en faire dans le fait de dire j'ai raison de tuer tout le monde, d'ordonner des choses insensées qui vont faire mourir des gens, là, il y a une réelle souffrance. Et ça suppose, comme je le disais tout à l'heure, j'ai parlé de douceur, mais c'est comme un plateau qui aurait une pointe en dessous au milieu. Si on veut mettre, par exemple, 2 ou 3 charges, il faut les placer en même temps. S'occuper des gens qui ont souffert, en même temps mettre hors d'état de nuire les criminels qui ont fait souffrir, et s'occuper de toutes les causes en même temps. Il ne s'agit pas de s'occuper d'un truc et de laisser encore s'occuper des victimes et de s'occuper, alors victimes entre guillemets, et de laisser des criminels courir. Et il ne s'agit pas d'enfermer des criminels parce qu'il y en aura toujours, des gens qui sont mal dans leur vie, et de laisser les victimes, entre guillemets, périr. Donc, il s'agit de composer toute l'action en même temps, et ça s'appelle, moi j'appelle ça la vaste compassion. C'est-à-dire compassion envers soi-même et compassion envers tout autre, quel qu'il soit. Mais compassion ne signifie pas un excès de douceur ou de pseudo-gentillesse. Compassion signifie quelque chose comme namasté. Je reconnais ta propre divinité autant que la mienne. Donc si tu nuis à ma vie, je m'autorise le droit de t'empêcher de me nuire. Voilà. Après, voilà. Comprenons les causes. Essayons de trouver des méthodes de résilience pour ceux qui ont souffert et pour ceux qui ont fait souffrir, car il y a des méthodes de résilience, à condition de s'y intéresser au lieu de faire des armes. Et les effets disparaîtront d'eux-mêmes. Merci de m'avoir entendu. Très bien, un sujet sensible. Merci, oui, sujet sensible, mais on va continuer, il n'y a pas de raison. Notre rôle, c'est d'informer et de, je dirais, parler de façon plus libre au fur et à mesure que les étreintes se desserrent autour de nous. Et je pense que l'élection de M. Trump est une façon de desserrer les étreintes et surtout d'aller dans d'autres directions. C'est-à-dire que M. Trump, il donne également des ouvertures vers des divulgations.
Il va se passer des divulgations très probablement, et probablement même des divulgations scientifiques sur, ma foi, ce qui se passe en haut, ce qui se passe sur notre planète et même ce qui se passe à l'intérieur. J'ai lu il y a quelques jours en arrière, c'est pas vieux du tout. C'était avant l'élection, hein, que les vrais savants, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de passer à la télé, d'après ces messieurs, disent que il y aurait un océan souterrain à 600 km en direction du noyau de la Terre. Il y a un océan. Voilà. Alors ça, ils sont formels, très bien. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir éventuellement une vie, il peut y avoir une lumière venant du noyau, il peut y avoir plein de choses. Et ça pourrait corroborer un certain nombre de textes qui parlent de la vie souterraine, de l'intraterre. Alors je sais que ça fait encore sourire beaucoup de gens, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on veut cohabiter avec des gens avec lesquels on n'a pas grand-chose à voir, bien il va pas falloir les emmener sur la planète Mars parce que les peaux ils vont pas être très bien, mais il va falloir peut-être trouver des zones d'isolement pour qu'ils vivent leur vie dans un coin avec leur propre, je dirais leur propre religion. Et s'ils veulent se manger entre eux, bah, qu'ils se mangent entre eux, mais qu'ils arrêtent d'embêter les gens qui sont sur la surface de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait trouver un endroit d'isolement, quoi. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, il y a à peu près 1 million de personnes qu'on soupçonne d'être dans le culte de Baal. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que le culte de Baal. Et c'est par ce culte-là qu'il y a des sacrifices, et en particulier des sacrifices d'enfants. Voilà, et c'est un culte qui remonte à Babylone, aux temps les plus anciens, et dont il y a un certain nombre d'héritiers qui sont aux États-Unis ou ailleurs, hein, mais l'essentiel sont aux États-Unis. Donc, comment faire pour voilà, pour à un moment donné leur dire, ben vous pouvez aller vous faire voir un petit peu sous terre, quoi. On pourrait les envoyer là-bas, ce serait pas mal. Là, je rêve un peu, mais ce que je dis sur la découverte de l'océan, c'est pas du pipeau, c'est c'est officiel. Alors après, ça n'est qu'une théorie, même officielle, ça n'est qu'une théorie, hein. Donc voilà, mais il va y avoir effectivement une problématique pour ceux qui vont se trouver face à Monsieur Trump et à une certaine forme de vision du monde qui est celle de nous, hein, alors que eux en ont une autre qui passe par notre destruction en tant qu'humains. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont redit. Hein, c'est 90% de destruction des humains, 10% pour rester en esclaves pour nous les gens bien, n'est-ce pas, hein. Donc ça, c'est terminé. Aujourd'hui, si je calcule bien, c'est fini. Ces gens-là ont intérêt à se trouver à un endroit où se cacher. Pas de chance, la Terre est ronde. Et surtout, elle est devenue de plus en plus petite avec les moyens de circulation, la vitesse des moyens de circulation. Donc où aller? La question se pose du où aller. Autrefois, on avait un Hitler qui allait en Argentine ou qui allait, je sais pas où. Enfin, en tout cas, les nazis allaient en Argentine. Là, il n'y a plus d'Argentine, il n'y a plus rien. C'est l'espace derrière. Hein. Donc, soit effectivement, ils trouvent des moyens de partir en fusée, mais à mon avis, ça va être un peu minimaliste, parce que dans une fusée, ils rentrent 5-6 personnes, mais il n'y a pas encore de transport en commun de fusée, quoi, à ma connaissance en tout cas. Donc, ça va faire que ces gens vont rester dans notre giron. Et comme nous, on décide de pas les tuer, il va falloir trouver des prisons. Il va falloir agrandir. Alors, ça tombe bien, parce qu'ils avaient prévu des prisons pour nous, donc ça va peut-être servir pour eux. On verra. Enfin, toujours est-il que ça rentre dans la logique de comment traiter, comment agir avec les criminels. Une fois on les aura, comment dirais-je, condamnés, eh bien, il va falloir trouver un endroit où les réunir, tous ensemble de préférence. Parce que les nazis, qu'est-ce qui s'est passé après, en 1945? Il y a eu à peu près 50 000 personnes allemandes, des Allemands, pardon, qui venaient avec leur famille et qui ont été invités avec des gros guillemets à venir transiter et immigrer aux États-Unis d'Amérique en 1945, tout ça parce qu'effectivement ils avaient des connaissances techniques particulières. Je suis pas sûr que ce soit le cas de nos satanistes d'aujourd'hui, hein. Ils m'ont rien montré de particulier, hein, à part effectivement l'incapacité à détruire des zones grâce à des technologies HARP, H2ARP, que nous avons déjà évoquées. Ah, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Pas grand-chose. Simplement la volonté de nous détruire et de vivre seuls sans nous, quoi. Ou avec une petite partie de nous. Donc il va falloir en trouver un endroit spécifique, à mon sens, hein, voilà. Et il y aura personne qui voudra les loger en sachant qu'ils sont capables de créer des cultes maléfiques et qui sont en mesure de détruire des enfants, quoi. Voilà, je crois que je connais pas de civilisation digne de ce nom qui prennent du plaisir à détruire des enfants, y compris les leurs, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Alors ces révélations, elles sont violentes, ces révélations, elles sont pénibles, mais c'est de tout ça qu'il va falloir parler avec Monsieur Trump, car il en a la capacité. Et évidemment, il y aura un dialogue nécessaire entre lui et Monsieur Poutine et Monsieur Xi Jinping pour ouvrir ce que nous attendons tous, hein, c'est-à-dire que les BRICS
et l'Occident finissent par se parler, tout simplement. Hein. Alors que le programme de Madame Harris et de ses suivants, c'était de faire en sorte que non seulement on ne se parle pas, mais qu'en plus, on crée ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale. Quoi. Donc ça, ce spectre-là, il est en train de s'éloigner. Alors je dis pas victoire, je danse pas sur la table, hein, mais il est en train de s'éloigner grâce au mouvement populaire et au mouvement électif qui vient de se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Oui, Jean-Pierre. Alors, merci. Je ne suis pas pour rassembler les ténèbres. Je vous donne un exemple. Un bureau est en bazar, il y a des papiers partout. Créer de la lumière, c'est prendre un papier, regarder à quoi il correspond et le mettre dans son dossier. Un par un. On ne peut pas résoudre les ténèbres si on les met plusieurs à la fois. Alors, d'autre part, il y a une inversion, plusieurs inversions dans le cours du grandissement d'un être. Quand il est conçu, après il s'attache aux organes de sa mère par le cordon ombilical, et après il y a la naissance, dans laquelle il y a un retournement et qui est un moment très important. Si un de ces événements se passe d'une façon anormale ou violente pour l'individu, cela peut entraîner deux réactions. Soit la personne va prendre des catastrophes sur elle toute sa vie, soit elle va créer des catastrophes pour les autres. Alors ça, c'est un phénomène qu'on peut appréhender. Bon, donc rassembler ces gens-là qui sont déjà durs, c'est mettre des verres de cristal dans un sac et secouer le sac. Je ne sais pas ce qui va rester à part du cristal brisé qui va crever le sac. Donc, il s'agit de prendre non seulement de... Alors, j'approuve ce que tu as dit, Philippe, de les réunir, mais réunir en soi-même. Au Tibet, évidemment, il n'y avait pas des criminels d'une telle ampleur. Hein. Il y avait des gens qui avaient tué quelqu'un dans une bagarre ou autre, et ils étaient appelés, on va dire condamnés, à être mendiants, c'est-à-dire à essayer de rassembler leurs morceaux en demandant aux gens un peu d'amour et un peu de nourriture. Et pendant un certain temps. Donc, évidemment, il ne s'agit pas du même ordre de crime. Hein. Il s'agit d'une personne qui s'était bagarrée, qui avait tué par souvent, sans le vouloir, quelqu'un d'autre, ou qui avait volé quelque chose, parce que ça, voilà. Donc là, il s'agissait d'une résilience à la portée humaine. Là, on a affaire à des crimes qui sont non seulement monstrueux, mais qui sont d'une portée inconcevable pour des gens simples. Donc évidemment que la méthode de résilience ne va pas être la même. Mais surtout, et j'ai remarqué dans un hôpital psychiatrique, dès qu'ils ont mis des plantes, l'agression a diminué entre 5 et 10 fois la valeur qu'elle avait avant, juste parce qu'il y avait des plantes entre les gens. Les gens ne sont pas faits pour se côtoyer en direct. C'est pour ça que la nature a fait normalement plus d'arbres et de plantes que d'humanoïdes. Donc, il s'agit de prendre un par un. Si nous arrivons à prendre un criminel et à œuvrer avec le crime qui a été commis, donc avec le criminel et avec sa victime, mais séparément, évidemment, la victime ne voudra jamais rencontrer son criminel. Faut pas se faire d'illusions, faut bosser séparément avec chacun d'entre eux. Si nous arrivons à résoudre un crime et à créer une situation de résilience pour tout le monde, alors l'humanité a progressé. Si nous n'y parvenons pas, eh bien l'humanité a un dernier recours que je ne souhaite pas qu'elle utilise et qui détruirait toute vie sur la planète. Merci d'avoir entendu. Oui, ce que je voudrais rappeler quand même avant qu'on ne se sépare, c'est penser aux victimes de tout ça. Il y a effectivement les criminels et puis il y a les victimes. Alors les criminels, on a bien cerné un peu le problème. Pour les victimes, c'est plus compliqué. Alors les victimes sont soit mortes, soit disparues, on les reverra peut-être jamais. Mais il y a quand même des victimes qui apparaissent de ça et là. Et je voudrais quand même revenir sur le titre du fantastique film de Pierre Barnérias qui nous parle de ces survivantes qui justement ont échappé à cet enfer. Que leur mémoire a effacé parce que ça c'est un mécanisme de protection naturelle chez l'être humain
mais qu'avec le temps, elles se sont souvenues de ce qu'elles avaient vécu quand elles avaient 3, 4, 5 ans, 6 ans. Voilà. Et ce film retrace leur témoignage. Et c'est juste pour dire que avec l'élection de Monsieur Trump, on va, je pense, avoir des narratifs totalement différents qui vont plus du tout être freinés par des politiciens qui vont nous expliquer que tout ça c'est de la blague. Je pense au contraire que Monsieur Trump va rentrer dans le vif du sujet, bien entendu avec des preuves, mais ça je pense que l'armée américaine en a plein. Je pense qu'en France on doit en avoir à peu près autant. Et félicitations à Monsieur Bernérias d'avoir eu le courage de lancer ce film qui dit tout simplement la vérité sur l'horreur et qui n'est pas du tout complaisant en matière d'horreur, mais j'invite tout le monde à aller le voir. Voilà ce que je voulais dire vous dire, et puis dire aussi peut-être que Madame Ariane Biran, que nous avions eu déjà le plaisir et l'honneur de recevoir, parlait de psychopathie. Elle disait souvent, nous sommes gouvernés par des psychopathes, ce qui explique que nous nous dirigeons vers un totalitarisme. Donc la psychopathie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément guérir, qu'on ne peut pas raisonner. Ça, c'est pour répondre un petit peu aux propos de Jean-Pierre tout à l'heure qui disait qu'on devait leur parler de telle et telle façon. Je suis pas sûr qu'ils soient guérissables, mais ça, c'est pas mon rôle de le dire. C'est le rôle des psychiatres, et je crois qu'on aura besoin de faire tourner l'usine à psychiatrie assez souvent et de façon importante. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Une usine à psychiatrie, c'est effectivement ce dont on va avoir besoin. Alors, je voulais quand même préciser quelques criminels qui ont participé justement à ce crime contre l'humanité, puisqu'ils n'ont pas dénoncé la pandémie, etc. Et finalement, il s'agit des acteurs politiques français. Et pour eux, j'aurais juste ce petit message: tous copains, tous coquins. Merci à vous d'avoir suivi La France Libre. Prochain rendez-vous vendredi, juste avant le week-end, avec le Conseil national de transition français, Canal Historique. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, et merci à vous également, messieurs, dames. Excellente soirée. Rendez-vous vendredi. Merci, bonsoir.